c'est ça, il y a quand même une belle flexibilité avec la pédiatrie, puis ensuite différents types de spécialités, différents types de pratiques. Hein. Il y a des gens qui vont plus être à l'hôpital, il y en a qui vont plus avoir leur clinique à eux, hein, comme pédiatre général dans la communauté, ou même il y a des infectiologues qui travaillent dans la communauté juste en externe, juste dans des cliniques autres. En dehors des milieux hospitaliers, puis c'est super intéressant. Là. Fait qu'il y a quand même une belle flexibilité là, par rapport d'adaptation dans les pratiques qui sont possibles, là, qui peut faire que ça peut bien fitter avec différentes personnalités. Là. Alors, bonjour tout le monde, ici Karianne Driade au podcast Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. On se retrouve aujourd'hui avec Dr Isabelle, qui est pédiatre et attendez. Comment on dit votre spécialité, Dr Isabelle? En fait, c'est ça qui est compliqué parce que je fais une pratique combinée. Là, donc, je suis pédiatre infectiologue et je suis microbiologiste médicale. OK, c'est ça. Alors, je suis avec vous, Dr Isabelle, pour nous parler justement de la spécialité pédiatrie et même la surspécialité que vous pratiquez. Bonjour, Dr Isabelle. Bonjour. Moi, je commence toujours avec la même question pour tous les invités. En fait, c'est de vous présenter puis de savoir un petit peu pourquoi je vous retrouve ici aujourd'hui. Je suis une maman. En premier, je suis médecin et je suis chercheur. Dans ma pratique, comme j'expliquais, j'ai une pratique combinée en infectiologie pédiatrique ainsi qu'en microbiologie médicale. J'ai commencé ma formation universitaire en biologie, microbiologie du côté plus fondamental pour me rendre compte que la maladie humaine, le diagnostic humain était quelque chose que je trouvais très important. Puis j'ai décidé de faire ce qu'on appelle un MD-PhD, là, en fait, à l'Université Laval. Je suis ensuite allée à l'Université de Toronto. J'ai eu la chance d'être acceptée faire le programme de pédiatrie là-bas. Encore là, je me suis rendu compte que les bibides, ça m'intéressait beaucoup, hein, fait que l'interaction hôte pathogène. Donc, j'ai continué à faire l'infectiologie pédiatrique pour finir avec 18 mois supplémentaires là, pour pouvoir, en Ontario, faire ma microbiologie médicale. OK, super intéressant. Je vois qu'aussi que votre background avant la médecine, puis même pendant la médecine, pendant votre PhD, ça a aussi beaucoup dessiné votre surspécialisation en pédiatrie. Je trouve ça intéressant de vous avoir ici, puis même votre surspécialisation. Là, de ce que je comprends, vous avez fait votre résidence au Sick Kids à Toronto. Exact. Est-ce que il y a une différence un petit peu à l'approche de la surspécialisation en Ontario versus au Québec, parce que de ce que je comprends, quand on décide de faire une surspécialisation en pédiatrie au Québec, c'est peut-être un petit peu plus différent qu'on pense qu'en médecine interne, où on a un deuxième CARM. Je suis pas très, en ce moment, je parle vraiment à travers mon chapeau. Fait qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus comment qu'on fait pour se surspécialiser? En fait, pour les surspécialités, il y a aussi des CARMs pour les surspécialités qui sont accréditées là, par le Collège royal. Il y a aussi d'autres spécialités, surspécialités là, qui sont pas nécessairement accréditées par le Collège royal, mais qui sont super intéressantes là, au niveau du développement de l'expertise là, pour un pédiatre. OK. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de c'est quoi le parcours typique de pédiatre, puis après ça, plus parler un petit peu d'un résident en pédiatrie, puis après ça, parler un petit peu plus de votre parcours? Mais pour un résident en pédiatrie, là, c'est sûr que c'est une formation qui est très large au départ hein, parce qu'on est formé au départ pour être pédiatre général. Donc, on fait des rotations en pédiatrie générale, mais également dans à peu près tous les systèmes. Puis, on va aller faire des rotations aussi aux soins intensifs, en soins aigus, à l'urgence. Fait qu'à de nombreux endroits, là, on va faire des stages différents. Là. Je l'appelle rotation parce que j'ai l'habitude au langage anglais là, dans ce contexte-là. Mais ça nous permet de devenir très versatile dans nos capacités et dans nos connaissances médicales là, pour mieux soigner les enfants. OK. Fait que là, à un certain moment, on fait des stages généraux, puis là, on décide de se surspécialiser. Comment qu'on décide de cette surspécialité-là? Puis c'est quoi le processus, là, de ce que je comprends? On peut faire un CARMS, on peut faire pas de CARMS si c'est pas accrédité par le Collège royal. Comment qu'on navigue à travers tout ça? Je pense que il y a deux choses qui sont les plus importantes. Là. La première, c'est de faire des stages hein, dans des domaines de surspécialité pour voir, de quoi ça a l'air. Mais c'est aussi important d'en parler avec les gens qui font cette pratique-là, puis leur poser des questions sur leur pratique, pourquoi ils font ça, comment ils trouvent ça, qu'est-ce qu'ils savaient pas là, avant de vraiment pratiquer dans ce domaine-là alors qu'ils étaient encore en formation. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens là, qui étaient dans ce parcours-là, mais quelques années avant moi. Donc, ils m'aiguillaient souvent là, dans les discussions là, pour prendre mes choix de formation. Mais c'est sûr que ça prend aussi la piqûre. Hein? Fait que la piqûre de soigner les enfants,
puis la piqûre d'une autre surspécialité, là, possiblement, là, pour les gens qui sont intéressés. Fait que, disons que moi, je suis étudiante en médecine, ce que je suis, en fait, mais disons que je suis vraiment intéressée par la pédiatrie, mais plus la pédiatrie comme hémato-oncologue, qui est une subspécialité. Est-ce que je peux me dire, ah, OK, je rentre en pédiatrie pour devenir cette surspécialisation-là, ou ça se peut que pendant mon processus, pendant le fait que moi, pendant ma résidence plutôt, j'avais pas accès à cette surspécialisation-là parce que il y a pas de poste ou c'est pas quelque chose nécessairement qui c'est autant facile comme tu sais mettons je fais toujours un parallèle avec la médecine interne. Moi, je vais être cardiologue, ben là, tu rentres en médecine interne générale, après ça, tu fais un deuxième firme si tu rentres pas dans la cardiologie. Est-ce qu'on a ce même processus-là pour la pédiatrie ou est-ce qu'il y a des pantons qui sont mis dans les roues un petit peu plus facilement, disons? Mais non, c'est une question qui est importante, là, mais tu sais, c'est similaire à la médecine interne, là, où justement, tu sais, c'est la pédiatrie en premier, puis là, après ça, après avoir eu de l'exposition dans ces domaines-là, idéalement, ben on peut choisir là, ce qui nous intéresse le plus. C'est sûr que tout le monde pourrait dire que j'étais prédestinée à l'infectiologie de mon intérêt, mon PhD en microbiologie, immunologie, mais en même temps, à travers tout ce parcours-là, tu sais, j'ai considéré d'autres options. Puis c'est correct là, de bien les considérer là, puis de regarder ce qui est le plus intéressant là, pour nous là, du côté et de la pratique et de la qualité de vie aussi là, c'est des choses qu'il faut considérer. Puis maintenant qu'on parle un petit peu plus genre de votre surspécialité, à quoi ça ressemble un day-to-day en étant un pédiatre infectiologue microbiologie? C'est quoi votre day-to-day? À quoi ressemble votre pratique? Quand je me lève le matin, je donne un câlin à mon fils. Puis là, après ça, je m'en vais travailler. Puis donc, ça commence de bonne heure le matin. En infectiologie, on finit souvent tard. On est consultant, ce qui veut dire que c'est les pédiatres généraux, les intensivistes ou les urgentologues qui vont nous appeler ou d'autres spécialistes vont nous appeler pour nous demander conseil ou de voir des patients, faire des consultations. Puis, comme les enfants ont très souvent des infections, bien évidemment, c'est un gros débit de patients là, en général pour cette spécialité-là. En même temps, c'est super intéressant, là, parce que ça donne beaucoup d'opportunités pour aider les gens. On a la chance en infectiologie, tu sais, de souvent avoir des traitements qu'on dit curatifs. Hein. On est capable de les traiter et débarrasser l'infection. Il y a certaines maladies chroniques comme le VIH, par exemple, où là, ben, on peut pas débarrasser l'infection, mais tu sais, on peut les accompagner à travers les enfants, puis à travers le fait qu'ils grandissent pour qu'il y ait le moins de problèmes possibles associés à leur VIH ou autres infections chroniques. Donc oui, le day-to-day, tu sais, je pense qu'une partie très importante de l'infectiologue, c'est la garde, donc au niveau hospitalier. Comme on est consultant, ben on va partout, hein, fait que moi j'aime bouger, fait que ça c'est parfait, là. Je vais être capable d'aller dans toutes les unités, bouger d'une unité à l'autre, rencontrer plein de pédiatres hein, qui veulent offrir les meilleurs soins aux patients, mais tu sais, qui demandent de l'expertise là, en infectiologie pédiatrique pour pouvoir le faire. Hein. Fait que, de ce que je comprends, il y a beaucoup de médecine, mettons, à l'hôpital, comme que vous dites, quand vous êtes des gardes. Votre garde, est-ce que vous faites appeler la nuit? Est-ce que c'est une garde qui va... À quoi ressemblerait votre garde? Vous dites que c'est occupé. Est-ce que vous sentez que quand vous êtes dans votre semaine de garde, vous voyez plus vos enfants, puis votre qualité de vie un petit peu plus délaissée, ou c'est pas nécessairement ça? C'est sûr que c'est une garde qui est quand même assez occupée. Ça dépend des saisons. À l'hiver, il y a plus d'infections respiratoires, fait qu'il y a plus d'admissions là, dans le contexte, dans les hôpitaux en pédiatrie. Donc, ça peut être plus occupé dans certains moments de l'année. Là. Ça dépend de l'organisation du système, ça dépend des effectifs hein, par rapport à les questions sur la qualité de vie, là, tu sais. C'est sûr qu'idéalement, avoir un système qui fonctionne bien, hein, des bons outils informatiques, un effectif qui est adéquat pour le nombre de consultations. Fait que, tu sais, à ce moment-là, quand les choses sont bien organisées, ben, tu sais, les journées vont être plus courtes. Dans différents hôpitaux, ben, le nombre d'heures va être différent, là. Mais je dois avouer qu'en infectiologie, on va finir plus tard que certaines autres surspécialités, là. C'est assez commun. J'essaie de voir mon fils quand je reviens à la maison. Mais malheureusement, des fois, c'est pas possible. Puis, tu sais, en infectiologie, c'est ça aussi, parce que des fois, ça va être des infections aiguës, hein. Puis, par exemple, un choc septique peut évoluer très rapidement dans un sens ou dans l'autre. Donc, ça va être important, tu sais, d'offrir les soins, ben, en urgence. Tu sais, peu importe le moment de la journée. Même chose pour une malaria, hein, que ce soit le jour ou la nuit, ben,
on va la traiter, on va vouloir commencer le traitement de la même qualité, hein, que la personne se présente à 2 heures du matin ou à 2 heures de l'après-midi à l'hôpital, là. OK. Fait que Oui, en fait, mais à ce moment-là, ben, des fois, ça fait qu'on ait des appels la nuit. oui. Puis c'est correct. Tu sais, dans le fond, le but, c'est d'aider l'enfant, là, c'est de diminuer sa morbidité, diminuer sa mortalité. C'est pour ça qu'on est consulté, là, souvent dans les infections sévères ou dans les infections qui peuvent avoir des séquelles ou de la mortalité. Donc, tu sais, on aide les enfants, là. Fait que c'est correct. C'est correct. Ben oui. Il arrive aussi des fois où on n'est pas appelé, hein, au sujet puis on aurait aimé ça être appelé plus tôt pour pouvoir aider, aiguiller le plus tôt les équipes. Fait que ça, moi, ça me fait réfléchir quand je me fais appeler la nuit c'est juste répondre à la question et aider le patient là, qui a besoin d'aide la nuit. L'autre chose aussi que je fais avec les parents, c'est que je vais leur dire, écoutez, on est assez occupé en infectiologie. On ne viendrait pas nécessairement vous voir à tous les jours, mais on va parler avec votre équipe à tous les jours. Puis, on est disponible 24 heures sur 24. Puis ça fait que, tu vois, là, quand je leur dis ça, les parents, là, ils se calment, là. Comme s'il y avait comme un poids sur leurs épaules, puis tranquillement, il fait « Ah, OK, je comprends un petit peu mieux là, comment ça fonctionne. » Même si des fois, ils nous voient plus tard hein, que d'autres spécialistes. Ça arrive souvent que la dernière personne qu'ils voient dans la journée, ben, c'est l'infectiologue pour certaines conditions. Donc, les parents, ils comprennent bien ça, là, les enfants aussi. Puis, mettons, là, vous dites souvent, ça arrive que vous finissez tard là, pendant vos semaines de garde. Tard est très relatif à chaque personne. On parle de 5-6 heures ou plus 9-10 heures le soir? Ça dépend des jours. Ça va être souvent après le souper. OK. Pas toujours, souvent. Mais oui, des fois, on est plus dans les 8, 9, 10 heures. Puis, tu sais, ce que vous avez dit tantôt, c'est vrai, là, vous êtes là pour guérir les patients, puis peu importe l'heure que la malaria arrive, il faut guérir puis donner les meilleurs soins aux patients. Est-ce qu'il faut s'attendre, justement, en choisissant cette surspécialité-là, d'avoir une spécialité un petit peu, que notre qualité de vie soit un petit peu primée quand on compare à d'autres spécialités, justement, qu'il n'y a pas de cas urgents? C'est possible. Par contre, c'est sûr. C'est sûr que, comme je dis, moi, j'aime bouger. J'ai un grand niveau d'énergie. Fait que, tu sais, je pense que je m'en rends peut-être moins compte, là. Mais tu sais, c'est possible. Mais en même temps, tu sais, on a la chance d'avoir un impact qui est important sur la santé de l'enfant. Puis, tu sais, c'est important d'avoir cette vision-là, là. Fait que, puis il y a des semaines où on n'est pas de garde, où on fait de la clinique. Tu sais, à ce moment-là, ben là, c'est plus prédictible, là, nos horaires à ce moment-là. On va voir beaucoup de patients. On a souvent beaucoup de patients sur nos listes d'attente. Puis on essaie de les voir rapidement hein, parce que, tu sais, s'il y a une infection, même si c'est pas une infection qui nécessite une hospitalisation, on veut la traiter le plus rapidement possible dans le contexte là, pour l'enfant. Hein. Puis justement, c'est quoi, mettons, le type de patient que vous allez voir en clinique externe? C'est quoi les types de pathologies qu'il faudrait s'attendre? Bien, c'est sûr que comme sur-spécialiste en infectiologie, il y a des cohortes, OK? Puis on va avoir des cohortes en tuberculose, par exemple. Puis la tuberculose ben, est en augmentation dans plusieurs endroits dans le monde. Les gens bougent sur la planète, puis c'est normal. Donc, on va avoir des cohortes de tuberculose. Ça faut être très dédié à ces cohortes-là pour bien les soigner. C'est des traitements qui sont longs. Hein? On parle souvent de 6 mois de traitement. Des fois, ça peut être plus. Il y a les cohortes de VIH aussi qui sont très importantes. Il y a des enfants qui naissent avec le VIH, il y a des enfants qui vont attraper le VIH en jeune âge. Puis ben là, il faut bien les suivre, évidemment, là, parce que un VIH non soigné, ben, on sait que ça peut causer ce qu'on appelle le sida, hein, qui est une maladie très grave. Hein. Super intéressant. Et là, de ce que je comprends, là, vous êtes c'est sûr spécialiste, sûr que vous êtes très ben, dans votre domaine. Est-ce que des fois aussi, ça arrive que vous faites de la pédiatrie générale ou vous êtes vraiment fait que de l'infectiologie puis de la microbiologie? Il faudrait s'attendre à avoir une pratique qui est entourée autour de ça. C'est vraiment une bonne question. Dans mon cas, je ne fais plus de pédiatrie générale parce que j'ai fait une autre surspécialité en microbiologie médicale. Donc, en faisant infectiologie pédiatrique, microbiologie médicale et mon boulot de chercheur, professeur adjointe à l'Université Laval, c'est assez. Par contre, il y a beaucoup de gens là, tu sais, à travers le Canada qui vont avoir une pratique mixte où ils vont faire de la pédiatrie générale et de l'infectiologie pédiatrique. Faut comprendre que nombre d'enfants qui vont être admis à l'hôpital en pédiatrie vont avoir des infections, en effet. Là, fait que ça donne encore là, une belle expertise là, pour ces cliniciens-là là, qui pratiquent, qui font la pratique mixte de pédiatre générale et de surspécialistes en infectiologie. Puis si, mettons, moi, je suis intéressée par faire de la pédiatrie générale parce que, encore là, je suis intéressée par la pédiatrie générale. Est-ce que, puis, mais je suis encore vraiment, j'ai un intérêt vraiment poussé pour l'infectiologie. Est-ce qu'il faut que je fasse un fellowship comme
est-ce qu'il faut que je fasse un peu un fellowship, une surspécialisation plutôt agréée par le Collège Royal ou je peux juste faire un 18 mois d'expertise en infectiologie? Dans le cas de l'infectiologie, c'est accrédité par le Collège Royal. Il y a un examen de Collège Royal supplémentaire qui nous force à bien étudier, mais c'est très bien fait, là. Puis on apprend beaucoup là, à travers ce processus-là. C'est un 2 ans supplémentaire de formation qui permet là, de faire la pratique en pédiatrie. Et même comme infectiologue, on peut aussi soigner des adultes, hein. Ça va m'arriver des fois de soigner les parents des enfants parce qu'ils ont la même infection ou prévenir une infection invasive là, en donnant de la prophylaxie là, chez ces parents-là. Puis, est-ce que, parce que là, vous voyez, je me suis mélangée un peu dans mes termes, est-ce qu'on parle de surspécialisation ou de fellowship quand on fait un 2 ans de plus après la résidence? En fait, c'est ça, c'est une surspécialisation qui est l'infectiologie pédiatrique. Puis ça s'appelle aussi un fellowship. Okay. C'est pour ça que le vocabulaire est mélangeant. Ouais. Donc, un postdoctorat ou un fellowship dans la terminologie anglaise plus commune. Mais la plupart des gens, quand ils vont référer à leur surspécialité, ils vont parler de leur fellow, là. Puis c'est un langage qui est bien compris à travers tout le Canada. Oui, OK. Parce que, tu sais, on parle de pédiatrie, c'est une 4 ans de résidence. Exact. Et ensuite, il y a peut-être une surspécialisation qui peut se faire. On va parler quand même de 2 ans en général. Hein. 2 ans en général, mais ça, c'est un fellowship. Dans le fond, Exact. en français, ce serait une surspécialisation. Exact. OK. Et il y a des surspécialisations qui sont plus longues que 2 ans. Ouais. OK. Et on voit souvent que les gens, puis même moi en ce moment qui applique pour mon CARM, j'ai beaucoup d'amis qui appliquent en pédiatrie. Puis je vois qu'il y a un certain personnage type qui se dessine d'un pédiatre. Et en fait, tu sais, je vais pas parler de stéréotypes, là. Est-ce que vous pouvez me parler, mettons, d'une personne type, mettons, selon vous, d'un pédiatre? Puis après ça, je vais poser ma question, qui suis, mettons? Puis est-ce qu'en fait, il y a vraiment une personne type? Là, je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Oui, je comprends. Quand je parle de la personnalité type, là. Mais, tu sais, c'est ça, en fait. C'est ça quoi, si je suis un étudiant en médecine en ce moment qui écoute puis que je suis intéressée par la pédiatrie, est-ce que je vais me reconnaître dans mes pairs puis mes pairs ressemblent plus à quoi, mettons, dans les pédiatres? Ben, je pense qu'il y a plusieurs qualités que je vais voir souvent là, chez mes collègues. Une étant qu'ils sont très dévoués aux soins des enfants. C'est des gens qui ont tendance à être méthodiques pour plusieurs. Puis, tu sais, je pense aussi que c'est des gens là, qui ont vraiment à cœur là, le soin des enfants puis s'assurer que les enfants ils grandissent bien. Je pense que ça fait... C'est très commun. Tu sais, moi, mes amis, mettons, dans la personnalité, c'est ça, beaucoup de personnes méthodiques puis très... je leur ferais confiance, mettons, pour mes enfants. Là. C'est comme, ils sont vraiment très comme à leur affaire et tout, pas qu'il y ait des autres spécialités ou que moi-même, je suis pas mon enfant, mais tu sais, je pense qu'il y a une certaine personnalité clé qui amène à ça. Si, mettons, moi, je suis plus... ça va être très génération Z, mon terme, mais tu sais, on dit type A, c'est quelqu'un qui est très méthodique, et type B, quelqu'un qui est un peu plus laissé aller. Si, mettons, une personne qui est un petit peu plus laissée aller, est-ce qu'elle a sa place quand même en pédiatrie ou vous recherchez plus des gens plus méthodiques? Ben, je pense que c'est correct tu sais, d'avoir une diversité là, dans les gens pour la pratique. Ce qui est recherché, il faudrait demander à des gens là, qui sont sur les comités d'acceptation là, tu sais, de pédiatrie. Mais tu sais, pour avoir travaillé avec des gens, il y a des personnalités qui sont différentes. Là, Super. puis, tu sais, les gens, c'est ça, il y a quand même une belle flexibilité avec la pédiatrie, puis ensuite différents types de spécialités, différents types de pratiques. Hein. Il y a des gens qui vont plus être à l'hôpital, il y en a qui vont avoir leur clinique à eux, hein, comme pédiatre général dans la communauté, ou même il y a des infectiologues qui travaillent dans la communauté juste en externe, juste dans des cliniques autres. En dehors des milieux hospitaliers, puis tu sais, c'est super intéressant. Là. Fait qu'il y a quand même une belle flexibilité là, tu sais, par rapport d'adaptation dans les pratiques qui sont possibles, là, qui peut faire que tu sais, ça peut bien fitter avec différentes personnalités. Là. Puis, tu sais, on avait parlé un petit peu hors caméra, là, mais il y a une étude qui serait sortie. Est-ce que les chirurgiens sont des psychopathes? Là, moi, qui est intéressée par une spécialité chirurgicale, j'étais très intéressée par cette étude-là. Je suis allée voir l'étude, puis j'ai vu que dans les type de personnes qui ont interviewé, qui ont fait le petit questionnaire pour voir s'il y avait les mêmes scores que les psychopathes. Les pédiatres, en fait, avaient un score qui était plus élevé que les chirurgiens. Dans la discussion de l'étude, ce qui est intéressant, c'est que ça disait que c'était pas parce qu'il y avait des personnalités antipathiques, c'est juste que, je sais pas si c'est le mot que je viens d'utiliser, mais c'est pas parce qu'ils étaient pas empathiques, c'est plutôt parce qu'ils étaient capables de garder leur sang-froid dans des moments justement cruciaux, puis de bien gérer avec le stress, puis d'être capable de naviguer à travers quelque chose qui est comme pas capable
naviguer à travers... je me perds dans mes mots, là, mais capable de naviguer à travers les changements émotionnels. les situations, les changements de merci, les changements des situations. Et est-ce que vous pensez que c'est des qualités qui sont nécessaires? Parce que là, on parle de méthodique puis quelqu'un qui est type A versus type B, mais est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est capable justement de gérer grosse source de stress parce que c'est quand même la vie d'un enfant? C'est quelque chose qui est nécessaire justement pour être un bon pédiatre? J'ai pas lu cette étude-là, là, puis je suis pas experte dans le domaine psychologique, là, mais je pense que pour être pédiatre, il faut quand même être assez adaptable, là, puis ça, tous les externes vont le vivre la première fois qu'ils vont examiner un bambin là, très énergique, là, où l'examen physique, l'ordre qu'on a appris ne tient plus. Il faut s'adapter au tournoiement de l'enfant là, sur le lit ou sur les cuisses des parents, là, donc on doit être adaptable en pédiatrie. C'est sûr qu'au niveau des émotions, il y a des situations qui sont complexes. Hein. Des fois, malheureusement, il y a des enfants qui ont des infections ou d'autres maladies, là, très graves. Il y a des enfants qui meurent. Il y a beaucoup d'émotions qui viennent avec ça. Je pense que c'est important que quelqu'un qui se dirige vers la pédiatrie soit conscient. On a des façons, de vivre avec ça. Une chose, c'est l'approche médicale, hein, quand il y a des situations urgentes qui peuvent être très émotionnelles. Tu sais, on a en récitation la CLS ou le PALS là, en pédiatrie. Tu sais, c'est des algorithmes qu'on suit dans des situations urgentes. Ben, on a aussi des approches qu'on développe dans des situations urgentes très, très émotionnelles qui ne font pas partie du PALS ou qui ne font pas partie de la CLS. Mais tu sais, à force de voir des patients qui sont dans ces situations-là, on va développer une approche. Fait que ça, c'est quelque chose qui va nous permettre, tu sais, de garder un plus grand sang-froid. Par contre, tu sais, il y a des situations qui sont extrêmement difficiles. Tu sais, est-ce que ça nous arrive des fois, tu sais, de pleurer à cause de ce qui s'est passé dans la vie d'un patient? Ou... C'est sûr que oui, là. Tu sais, on vit des émotions aussi. On a tendance à avoir un super bon sens de l'humour aussi. Puis, tu sais, ça, je pense que ça nous aide après, tu sais, à décompresser, à changer les idées. On va aller voir notre famille, tu sais, pour se ressourcer, faire des activités pour se ressourcer. Ça, c'est des choses qui s'appliquent à d'autres spécialités là, que la pédiatrie, mais c'est important d'être capable de prendre un moment là, quand il y a une situation difficile avec des enfants, là, évidemment. Mettons, vous répondez quoi à une personne qui dit « Oh non, mais moi, la pédiatrie, c'est pas une spécialité pour moi parce que soigner des enfants malades, c'est beaucoup trop triste. » Est-ce que vous voyez qu'il y a une tristesse aussi dans soigner des enfants qui sont malades? Comme, est-ce que c'est vraiment un critère pour être pédiatre, pour qu'on soit capable de soigner est-ce qu'il y a quelque chose d'être capable d'aller, de surmonter par rapport à soigner des enfants malades ou c'est pas vraiment quelque chose qui est un critère pour être un bon pédiatre? Ben, ça, c'est une question qui est vraiment importante. Puis c'est intéressant parce que j'ai déjà eu cette discussion-là avec des infectiologues adultes. Hein. Pas tous, là, mais certains avaient rapporté qu'eux, ils seraient pas capables de soigner des enfants. Même s'ils connaissaient les pathologies, mais ils s'en sentaient pas capables. Puis j'ai un bon respect pour ça. Tu sais, même quelqu'un qui, juste pendant la résidence, par exemple, là, un résident là, en pédiatrie, malheureusement, il va accompagner des enfants qui vont mourir. Là. Ils vont accompagner des parents aussi, après la mort de leurs enfants. Puis ça, c'est quelque chose qu'on est confronté dès la résidence. Les programmes de pédiatrie en sont conscients, là, en général. Là, ils vont offrir les ressources nécessaires pour ça là, aux résidents. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important là, d'avoir conscience avant d'aller en pédiatrie. Puis, pour les gens qui ont ces questions-là, le mieux, ça serait d'en parler directement lorsque vous avez vos stages ou un pédiatre en dehors du milieu de stage. Pour parler de ces émotions-là. Là. Il y a des situations difficiles aussi avec des gens qui sont pas des enfants là, pour les médecins. Là. C'est triste. C'est triste un patient qui a une maladie grave, peu importe son âge. Là. C'est super intéressant parce que c'est vrai que soigner des enfants comme qui sont malades puis que tu vois que c'est complètement, il est victime. Tu sais, des fois, souvent en médecine de l'adulte, on va voir qui sont un petit peu victimes de leur choix de vie. Tu sais, quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit. Mais un enfant, c'est quelqu'un qui va être victime
de la maladie et de la vie, tu sais. Puis c'est sûr que je trouve ça intéressant de voir que c'est important d'en parler parce que oui, nécessairement, c'est pas la chose la plus facile à gérer. Puis après ça, c'est important aussi de te poser la question avant d'aller dans la spécialité. Là, est-ce qu'on serait capable justement de gérer ces émotions-là puis cette injustice-là envers les enfants? Mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Vous avez parlé un petit peu d'externes puis des étudiants en médecine. Si, mettons, moi, je suis intéressée par la pédiatrie, puis je veux montrer que je suis un bon externe, que je suis un bon étudiant. Tu sais, je pense que vous êtes ici dans l'Université Laval, vous travaillez avec beaucoup d'étudiants. C'est quoi qui ressort chez un étudiant que vous êtes, lui, il va être un bon résident, puis lui, il va être un moins bon résident? C'est quoi vos trucs que vous pourriez donner? Ça, je pense qu'il faut faire attention aussi parce que des fois, on peut avoir une évaluation trop rapide là, des étudiants là, qui... L'honnêteté, hein, c'est vraiment important, là. Fait que, tu sais, je vais toujours respecter un externe qui va me présenter ses limites et de ses connaissances ou du questionnaire qu'il a fait au patient ou dans la qualité de son examen, là. Tu sais, j'ai un grand respect pour ça. Puis c'est extrêmement important, hein, tu sais, l'autocritique dans le domaine médical. C'est sûr qu'on cherche des gens qui sont organisés, des gens qui sont bons historiens. Parce que l'histoire est pas simple, hein. On va aller chercher des morceaux avec les parents. Des fois, le père, la mère expliqueront pas les choses de la même façon. Ils ont des lentilles différentes. Il y en a un qui l'a observé, l'autre lui rapporte ce que l'autre lui a raconté, mais pas nécessairement avec les détails qu'on a besoin. Donc, tu sais, c'est important d'être bon historien puis de savoir la part des choses. Ah, l'enfant me dit telle chose de sa perspective avec son développement cognitif. Hein, tu sais, si l'enfant me dit quelque chose à 2 ans, l'enfant me dit quelque chose à 12 ans, il n'y aura pas nécessairement la même compréhension. Puis c'est ça, les différents parents. Fait que c'est très important là, d'être bon historien pour un pédiatre. Bien examiner le patient aussi parce que les plus jeunes, ils seront pas capables de verbaliser toutes leurs plaintes. Hein? Ils vont pleurer. Fait que pourquoi est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il se sent pas bien? Est-ce qu'il a mal au cœur? Est-ce qu'on le sait pas? Fait que donc, tu sais, l'examen physique, c'est vraiment quelque chose qui est important, là. Fait que... Mais encore là, ce que je vous dis, ça s'applique à beaucoup d'autres pratiques médicales, pas seulement à la pédiatrie. Hein. Mais je pense que, tu sais, ce que vous avez dit, c'est quelqu'un de très méthodique, puis d'organisé plutôt. Puis je pense que c'est vrai que ça s'applique à plusieurs spécialités, si c'est pas toutes, là, mais tu sais, l'honnêteté, puis ça aussi, je pense que ça s'applique à plusieurs spécialités. On va pas dire, patient, non, il a jamais fait de fièvre, mais finalement, il a fait 39 la veille, tu sais. Je pense que c'est important aussi d'être honnête, puis d'avoir toujours une bonne histoire, puis un bon examen physique. Je pense que c'est des trucs un petit peu de base en tant qu'externe, puis ça montre aussi qu'au bout du compte, je pense pas que vous attendez à l'externe qui arrive puis qui sortait le diagnostic différentiel le plus sophistiqué, le plus élaboré, c'est peut-être à plus avoir les bases, puis je pense que vous êtes... vous trouvez que c'est un externe qui est bon dans ce cas-là, si sérieux avec une bonne base, puis une bonne histoire, puis un bon examen physique, puis qui est honnête dans son examen physique aussi. Super. Alors, moi, je finis toujours les podcasts. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter un peu plus par rapport à votre spécialité, puis quelque chose qu'on n'avait pas discuté? Ben, j'ai pas eu la chance de parler de la microbiologie médicale, puis tu sais, pourquoi est-ce que c'est important pour moi de pouvoir faire les deux, là? C'est qu'en microbiologie médicale, tu sais, j'ai la chance de pouvoir améliorer dans le laboratoire les tests qu'on offre. Les enfants n'étant pas de petits adultes, ça fait que, tu sais, il y a des raffinements qu'on peut faire au niveau des services du laboratoire, là, tu sais, pour mieux servir l'enfant. Donc, tu sais, voir l'enfant, hein, tu sais, qui est malade, puis après ça, aller me questionner. Ouais, il me semble que ça a pris beaucoup de temps pour avoir son résultat de test. Il me semble que c'est dommage, hein. On n'a pas un bon test diagnostique pour vraiment comprendre ce qui se passe avec cet enfant-là. Comment est-ce qu'on peut améliorer les tests auxquels les enfants ont accès là, dans le système de santé? Ben, ça me donne la chance, tu sais, d'avoir ces deux perspectives-là, puis tu sais, d'avoir la possibilité puis l'opportunité là, tu sais, d'améliorer les tests diagnostiques pour les enfants. Il y a un test que j'ai mis au point, ça va faire environ 10 mois, tu sais, qu'on l'a commencé dans l'hôpital. Puis, aux dernières nouvelles, là, il y avait plus que 28 000 personnes qui avaient été testées avec ce test-là. Donc, tu sais, comme infectiologue, pédiatre, j'aurais pas eu la chance de tester 28 000 personnes, Non, je veux dire, de suivre ou 28 000 personnes dans mon année. Fait que
dans le fond, avec cette contribution-là, là, qui est au niveau du laboratoire, ben, tu sais, ça me permet d'améliorer la qualité de soins de milliers, de dizaines de milliers de personnes, hein. Puis c'est super intéressant, puis c'est très motivant. Mettons, à la spécialité en microbiologie, c'est quoi, mettons, le day-to-day d'un médecin qui serait... Est-ce que c'est une spécialité en soi qui serait... On pourrait être que microbiologiste, médecin microbiologiste? OK. Exact. Puis dans le Canada, que je veux dire plus anglais, là, tu sais, dans les autres provinces, c'est souvent ça le modèle. C'est que le microbiologiste médical va travailler au laboratoire. Et certains vont faire un petit peu de clinique externe. Certains vont faire un peu de pratique en infectiologie. Mais au Québec, ça a tendance à être une pratique combinée, là, et pour le traitement de l'adulte. Chez le traitement des enfants, c'est moins souvent combiné. On a plus souvent des infectiologues pédiatriques et de rares personnes qui font les deux, et au Québec et dans le Canada. OK. Fait que j'ai une personne rare là devant moi. Vous faites une prête. On n'est pas beaucoup... tu sais, on s'était rencontrés dans un congrès l'an dernier, puis on essayait de compter les gens qu'on connaissait qui avaient cette dualité-là de pratique. Puis, ben, on était pas mal sur les doigts de notre main, ou à peu près. OK. Donc, De une main ou de deux mains? Deux mains. OK. Deux mains, peut-être une troisième main, là. OK, Mais quand même. Mais tu sais, il y en avait pas beaucoup. Puis j'ai pas le chiffre exact, là. En fait, c'est quelque chose qu'on pourrait demander au Collège Royal, peut-être. Mais on n'est pas beaucoup. Puis moi, quand j'ai fini ma formation, tu sais, il y a beaucoup de centres qui m'ont contacté parce qu'ils se cherchaient quelqu'un qui avait ces deux chapeaux-là, dans le fond, pour également, tu sais, améliorer la qualité des soins, là, Ben oui, puis dans leur établissement. ce que vous venez de dire, en fait, là, vous avez quand même testé 28 000 personnes, vous avez aidé 28 000 personnes à avoir un test qui leur a permis de confirmer ou d'infirmer un diagnostic. Fait que, tu sais, ça rose que votre utilité, elle est vraiment là, puis elle est vraiment comme... on peut l'apercevoir très facilement. Fait que le day-to-day d'un microbiologiste, c'est plus de travailler en laboratoire, parce que Exact. C'est extrêmement différent. Puis c'est ça que j'aime aussi. Disons une semaine que je suis garde au laboratoire, ben j'ai mon pager aussi, hein, puis ben là c'est le personnel de laboratoire qui va m'appeler, ou ça va être les chirurgiens, hein, qui sont en train d'opérer un patient qui vont dire là je suis pas certain de comment est-ce que je devrais envoyer tel échantillon pour faire tel test, je pense que mon patient a possiblement telle maladie. Comment est-ce que je te fournis le meilleur spécimen possible pour que tu me donnes les meilleurs résultats possibles pour ce patient-là. Fait que là, on va les aiguiller, là-dedans. Donc, ensuite, ça, le personnel du laboratoire nous appelle là, très souvent parce qu'ils ont des questions, ils ont des protocoles. Le personnel, les technologistes, on est très chanceux, sont extrêmement bien formés, sont dédiés aussi dans leur travail. Mais des fois, ils ont des questions parce que le protocole, ben, il ne fit pas tout à fait cette situation-là. Donc là, ben, on va avoir plus cette connaissance-là médicale là, qui va nous permettre de dire ben, on va faire tel ajustement au protocole pour telle considération pour fournir le meilleur résultat au patient. On va aussi réviser beaucoup de résultats de laboratoire, hein, pour voir, être sûr, est-ce qu'il y a eu des erreurs, est-ce que c'est la meilleure façon de rapporter cette réponse-là au clinicien. Donc, on va réviser les analyses qui ont souvent déjà été émises en rapport préliminaire. Fait que c'est un mot probablement que tu vas avoir vu dans tes stages. Puis à un moment donné, il va être écrit validé. Ben là, tu sais, c'est parce qu'il y a quelqu'un là, qui a été dédié pour ça. C'est souvent un microbiologiste. Donc ça fait, dans une journée encore là, ça va être des centaines de rapports là, qu'on va aller signer pour des patients. Fait que ça a un impact. Alors que dans ma pratique avec les patients, j'en verrais pas des centaines. Non, bien sûr. C'est intéressant de voir, on peut avoir un impact à un plus grande échelle. Puis ces journées-là, ben à 5 heures, je pars. Après avoir confirmé ça. Après avoir tout signé, après avoir tout fait, 5h00, il n'y a aucun problème, je peux partir. C'est là, mettons, la proportion de votre pratique que vous consacrez à la microbiologie versus à l'infectiologie? C'est 50-50. OK. Mm-hmm. Puis ce qui est intéressant de ça, justement, c'est que, ben, tu sais, on a des plus grosses, des semaines plus occupées, là, en infectiologie pédiatrique, des plus longues heures. Puis, ben, là, après ça, ben, ça va être une semaine de microbiologie qui est moins, tu sais, qui est en heures et moins demandante. L'analyse intellectuelle, elle est tout aussi demandante, là, par contre, là. Puis, il y a des grands défis là-dessus. Puis, dans ces semaines-là, ben, on va passer du temps
prévoir les prochains tests là, qu'on va mettre, qu'on va pouvoir offrir aux patients là, pour toujours améliorer le service là, qu'on fait pour les patients. Mais c'est super intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aussi de parler de la pratique de microbiologie parce que je pense que c'est une pratique, une spécialité un petit peu méconnue. Là, fait que je suis vraiment contente d'avoir eu pas votre perception, mais votre pratique, puis d'avoir un peu appris justement c'était quoi la microbiologie. Alors c'est ça, à chaque fin de podcast, je finis toujours par des vrais ou faux. Vous pouvez dire vrai, faux, puis en plus vous expliquer un petit peu. Puis qu'on va parler de la pédiatrie plus en général, puis là, je vais poser quelques questions sur l'infection puis la microbiologie, mais vrai ou faux, pour être un bon futur pédiatre, on doit toujours avoir le gros sourire et être la personne la plus bubbly de l'hôpital. Faux. Mais il faut bien lire ses livres. C'est drôle parce que quand j'ai fait mon externat, ma première semaine de pédiatrie, j'avais une pédiatre qui je vais lui dire bonjour, Lynn Frenette, qui me dit « Tu connais pas assez sur la pédiatrie. T'as pas assez de connaissances en pédiatrie. Tu dois lire. » Puis, tu sais, c'est plus de 10 ans plus tard, tu sais, je me souviens encore de son commentaire qui était dit d'une façon impeccable, très constructive. Elle m'a offert les ressources, puis tu sais, je suis vraiment contente là, qu'elle m'ait dit ça à ce moment-là parce que ça m'a poussée à étudier encore plus, puis tu sais, vraiment à apprendre davantage dans le domaine. Donc, je vais dire faux, mais c'est sûr que, tu sais, je ne cacherai pas que travailler avec des enfants, c'est le fun, là. Tu sais, on rit, tu sais, en les examinant, des fois, on va faire des blagues, on va les examiner, on va sentir leurs pieds. Donc oui, tu sais, on sourit souvent. Quand on travaille en microbiologie, en infectiologie, on voit des parasites et des infections partout. Vrai ou faux? Oui. C'est vrai? On sait exactement où les microbes et les pathogènes. On est conscient de beaucoup de choses. J'imagine que vous avez les mains les plus propres de l'hôpital. On est très dédié à ça. Hein. Puis, tu sais, la prévention des infections, c'est super important. Tu sais, des fois, on voit des gens malades, malheureusement, puis on le sait, qui ont attrapé l'infection dans les hôpitaux. Là, fait que c'est sûr que je désinfecte mon stéthoscope entre tous mes patients. Je lave mes mains entre tous mes patients. C'est vraiment important. J'ai tendance à tenir mes mains comme ça. Quand je suis dans la chambre, pour pas avoir le réflexe de toucher autre chose avant d'aller examiner le patient. Je vais garder mes mains comme ça. Donc oui, c'est sûr qu'on est entraîné à avoir conscience de ça. Puis, je vais saluer les gens qui font beaucoup de prévention des infections dans les hôpitaux là, parce que ils font un super bon travail. Merci beaucoup de vous avoir eu. J'ai vraiment beaucoup appris. Fait que merci vraiment beaucoup. J'ai beaucoup appris sur la spécialité infectiologie, microbiologie, puis pédiatrie. Je pense que c'est un domaine quand même assez niche, fait que c'est super intéressant. Alors, merci à tous d'avoir écouté le podcast Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. C'était Karine Dral avec Dr Isabelle. J'espère que vous avez autant aimé que moi l'épisode. Si oui, je vous invite vivement à le liker et le partager avec vos amis. Également, si vous êtes résident d'une spécialité du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, je vous invite vivement à devenir résident affilié. C'est gratuit et ça pourrait vous apporter beaucoup.